La pluie commença juste après minuit. Elle tombait en biais, en lourdes coulées froides, étalant les phares sur l'asphalte mouillé de la route D986. Dans les montagnes de la Lozère, ce genre de nuit était habituel. Le brouillard descendait des cols, la forêt bruissait comme si quelque chose de massif s'y déplaçait, et le vent frappait les vieux panneaux routiers jusqu'à les faire gémir avant l'aube. Mais plus tard, lorsque les gendarmes reconstitueraient les événements de cette nuit-là, presque tous se souviendraient d'un même détail. Une femme au bord de la route. Le dernier à avoir vu Jean Lemaître vivant fut le patron du bar Le Relais des Roches, dans le petit village de Saint-Chély-d'Apcher. Lemaître s'y était arrêté vers 11h du soir, trempé, irrité et épuisé après une longue tournée depuis Clermont-Ferrand. Son vieux camion berlier était garé sur le bas-côté, moteur encore chaud. « La route vers Marvejols est déserte », se plaignit-il en secouant sa veste mouillée. « On dirait que tout le département est mort. » Dans le bar, 3 fermiers locaux étaient assis. Ils buvaient du vin rouge en silence et écoutaient la météo à la radio. La voix sèche de France Inter résonnait dans la salle. Forte humidité et visibilité réduite dans les zones montagneuses des Cévennes. « Après minuit, il vaut mieux éviter la forêt, » dit l'un des fermiers. « Les loups reviennent. » Lemaître sourit. « Des loups, en France ? Dans les montagnes, tout revient, » répondit calmement le vieil homme. Ce genre de discours, Jean en avait entendu souvent. À la campagne, on aimait effrayer les voyageurs avec des histoires de bêtes sauvages et de disparitions. Il termina son café, paya et sortit sous la pluie. Il était 23h47. 1 heure plus tard, son camion serait retrouvé vide. La ferme Bertrand se dressait haut dans les montagnes, à l'écart des routes principales. Aucun panneau n'y menait. L'ancienne bâtisse en pierre se cachait parmi les sapins et les prairies humides du col de Montvert, là où, même en été, le matin laissait traîner des nappes de brouillard. Le toit s'était affaissé avec le temps. Les volets étaient peints d'un vert terne, et derrière la maison s'étendaient les enclos à moutons, ainsi qu'une grange penchée par les années. Les gens venaient rarement ici sans raison, et il n'y avait presque jamais de raison. Après la mort de son mari, Éléon Bertrand vivait seule. Chaque matin à 5h30, elle sortait nourrir les moutons. Ensuite, elle vérifiait les clôtures, portait des sacs de grains, réparait le vieux tracteur et descendait au village acheter des provisions ou du kérosène. Toute sa vie suivait un rythme strict. On la connaissait dans les environs. Mais presque personne ne pouvait dire qu'il la connaissait vraiment. « Une femme polie », disait la boulangère. « Trop silencieuse », ajoutait le boucher. « Après son mari, elle a changé », murmurait le facteur. Éléon ne discutait jamais, ne s'attardait pas au café, ne riait pas. Elle semblait vivre à côté du monde. Parfois, on avait l'impression que même les bruits du village l'irritaient. La pluie pouvait tomber pendant des semaines dans les Cévennes. Les nuages bas s'accrochaient aux pentes, les routes devenaient des bandes de boue, et l'air sentait la résine humide et la fumée des cheminées. Dans ces périodes, les villages semblaient s'éteindre. Les habitants fermaient les volets tôt, et seules quelques voitures traversaient lentement les routes étroites entre les forêts. Mathieu Rivière vivait dans la région depuis presque 2 semaines. Il travaillait chez un fermier de Saint-Alban, réparant des clôtures, chargeant des sacs de nourriture, aidant à déplacer les moutons. Le travail était dur, mais payé en liquide, et il avait besoin d'argent. Les habitants continuaient à le regarder avec méfiance, trop bruyant, trop bavard, trop urbain. Le soir, il allait au café chez Armand, buvait du vin bon marché et racontait des histoires de Marseille, du port et des bagarres. Mais dans ces villages, cela n'impressionnait personne. Seul Éléon Bertrand l'écoutait attentivement. Elle venait rarement au café, généralement le jeudi, lorsqu'elle descendait faire des courses. Elle s'asseyait seule près de la fenêtre, buvait un café noir et parlait peu. Mais Mathieu finissait toujours par s'asseoir à côté d'elle. « Vous êtes toujours aussi silencieuse ?» demanda-t-il un soir. « Presque toujours. Et votre mari ?» Elle posa lentement son regard sur ses mains. « Mort. » Mathieu comprit qu'il valait mieux ne pas insister, mais l'alcool le rendait trop sûr de lui. « Vous êtes belle pour un endroit pareil. » Éléon ne répondit pas. Dehors, le vent secouait l'enseigne du café. « Vous n'aimez pas cet endroit ?» dit-elle après un silence. « Ici, c'est le bout du monde. Alors pourquoi rester ?»
Mathieu haussa les épaules. Parfois, on veut juste disparaître un moment. Elle le regarda longuement. Faites attention avec ce genre de souhait, dit-elle doucement. À l'hiver 1978, on recommença à parler des loups dans la Lozère. D'abord à voix basse, puis de plus en plus souvent. Dans les bars, sur les marchés, après la messe du dimanche. Les anciens se souvenaient des récits de la bête du Gévaudan, les jeunes riaient, et les éleveurs retrouvaient des moutons éventrés sur les pâturages. Les journaux évitaient le mot « loup ». Ils écrivaient plutôt « animaux sauvages, chiens errants, attaques de prédateurs ». Mais dans les villages de montagne, personne n'était dupe. La nuit, parfois, on entendait hurler dans les forêts. Et Léon Bertrand entendait ces sons presque chaque soir, et elle ouvrait toujours la fenêtre. Après la disparition de Mathieu Rivière, un mois passa. La gendarmerie abandonna rapidement l'affaire. Sans corps, sans témoin, les dossiers disparaissaient dans les archives. Et Léon comprenait cela, et elle devint plus prudente. Elle évitait le café, parlait moins, utilisait sa voiture uniquement quand c'était nécessaire. Mais quelque chose avait changé en elle, un calme étrange, comme si la répétition avait créé un ordre. Elle gardait les objets des victimes dans une boîte métallique dans la grange. Montres, briquets, portefeuilles. En janvier, la neige recouvrit l'école. C'est à ce moment qu'apparut un braconnier nommé Luc Savenne. Grand, brutal, connu des gendarmes. Il vendait illégalement du gibier et posait des pièges dans les forêts. Un soir, il croisa Éléon devant l'épicerie. « C'est toi, Bertrand ?» demanda-t-il en allumant une cigarette. « On dit que tes moutons se font attaquer. » « Parfois, ce ne sont pas des loups, juste des histoires pour faire peur. » Il sourit. « J'aimerais bien en voir un vrai. » Et Léon ne répondit pas, mais elle savait déjà. 3 jours plus tard, Luc Savenne disparut. Son véhicule fut retrouvé près d'une ancienne clairière. Sur la neige, des traces de lutte. Et encore une fois, des empreintes d'animaux. Le printemps 1979 fut froid et humide. À Mende, la pluie tombait presque chaque jour. La rivière Lot débordait par endroits et les routes de montagne redevenaient impraticables. La gendarmerie gérait les affaires habituelles, vols mineurs, bagarres de bistrot, accidents sur l'école. Mais le dossier des disparitions restait sur le bureau du maréchal des logis Duval. Trop lourd pour être un simple hasard. C'est à ce moment-là qu'un nouveau gendarme fut affecté au secteur. Pierre Morel, 32 ans, maigre, regard fatigué, habitué à tout noter dans un petit carnet. Avant cela, il avait travaillé près de Lyon, puis à Marseille. En Lozère, il se sentait étranger. « Ici, c'est calme, » lui dit Duval. « Si tu as de la chance, tu feras surtout des constats de vol de poules. » Mais le soir même, Morel trouva le dossier des disparitions. 5 dossiers, 5 hommes, disparus en moins d'1 an. « Sans corps ?» demanda-t-il. « Presque rien, » répondit Duval. « Les montagnes, les animaux, l'alcool, ça arrive. » Morel ouvrit les dossiers. Photos, cartes, rapports courts, et presque partout le même mot, animaux. Mais Morel n'était pas convaincu. Trop de similitudes, trop de coïncidences. Il commença à tracer les itinéraires des victimes. Sur une carte, les points formaient une ligne. La route D986. Une ligne qui remontait vers les montagnes, vers le col de Montvert, vers la ferme Bertrand. Duval ne prit pas cela au sérieux. « Une femme, tu plaisantes. Elle apparaît dans plusieurs témoignages. Ici, tout le monde habite près des routes. » Mais Morel insista. « Alors envoyez-moi la voir. » Il arriva à la ferme en fin d'après-midi. Le ciel était gris, le vent sec. La maison semblait isolée, presque silencieuse. Et Léon était devant la grange, en train d'aiguiser un couteau sur une pierre. Un bruit métallique régulier. Morel s'arrêta. « Madame Bertrand ?» Elle leva les yeux. « Oui ?» Gendarmerie demande. Pierre Morel. Elle posa le couteau. « Que voulez-vous » Des questions sur des disparitions. Aucune surprise, aucune peur. Après la visite de Morel, Léon Bertrand ne dormit presque plus. Elle continuait son travail, comme toujours, nourrir les moutons, réparer les clôtures, descendre au village. Mais désormais, chaque bruit semblait trop net, chaque voiture trop lente à passer devant la ferme. Le gendarme avait compris quelque chose. Pas tout, mais assez. Et cela suffisait à changer l'équilibre. À Mende, Pierre Morel revint au bureau tard le soir.
Duval l'attendait. Alors, Morel posa son carnet sur la table. Elle ment. Tout le monde ment. Pas comme ça. Duval soupira. Tu n'as rien de concret. Pas encore. Mais Morel avait déjà commencé à relier les points sur la carte. Tous les lieux formaient une zone précise. La D986, les chemins forestiers, le col de Montvert, la ferme Bertrand. Puis arriva la première vraie erreur. Un nouveau disparu. Bernard Fauche, un petit marchand de bétail connu dans la région. Marié, 2 enfants. Sa disparition fit plus de bruit que les précédentes. Dernière apparition, un café au bord de la D986. Et Éléon Bertrand était là aussi. Fauche était ivre, il parlait fort, dérangeait les clients, cherchait la confrontation. Quand Éléon sortit du café, il la suivit. « Madame !» cria-t-il dans le vent. « Attendez !» Elle s'arrêta près de la voiture. « Vous vivez seule ?» demanda-t-il. Silence. « Une femme seule ici, ça doit être dur. » Il s'approcha trop près et posa la main sur elle. Le premier coup fut instinctif. Le couteau entra sous les côtes. Fauche recula, surpris mais encore debout. Il n'était pas comme les autres, plus lourd, plus résistant. Il attrapa son bras. Ils tombèrent tous les deux dans la boue. Il y eut de la lutte, des griffures, du sang sur les vêtements. Et pour la première fois, Éléon comprit qu'elle n'était pas invincible. Elle réussit finalement à le tuer, mais pas sans trace. Du sang sur la route, des marques visibles, et surtout, un objet oublié, un foulard, avec ses initiales, E.B. Quand Morel reçut le rapport, il resta longtemps immobile, puis il murmura « Enfin !» À partir de ce moment, la gendarmerie ne traita plus les disparitions comme des cas isolés. Le dossier fut rouvert officiellement, et pour la première fois, Pierre Morel obtint quelque chose de plus dangereux que des soupçons. Une surveillance discrète de la ferme Bertrand. Pas encore un mandat d'arrêt, pas encore une perquisition, mais une chasse silencieuse et méthodique. Duval n'était toujours pas convaincu. « Tu vas trop vite, Morel. On a un foulard retrouvé près d'un cadavre. Un foulard ne fait pas une affaire. Et 6 disparus ?» Duval ne répondit pas. Il alluma une cigarette. « Fais comme tu veux, mais si tu te trompes, tu coules. » Et Léon, elle, avait compris. D'abord les voitures inconnues, puis les silhouettes dans le village, puis la sensation constante d'être observée. Quelque chose avait changé, et elle savait ce que cela signifiait. Morel passait ses nuits dans une fourgonnette garée sur une route forestière, avec un collègue. Ils observaient la ferme, sans lumière, sans bruit. « Tu crois qu'elle sortira encore ?» demanda le collègue. « Oui. Pourquoi ?» Morel regarda la maison. « Parce que ce genre de personne ne s'arrête pas. » Et elle sortit. Une nuit sans lune. La voiture démarra lentement, phare éteint, direction la forêt. « On la suit », dit Morel. La route devint plus étroite, les arbres plus serrés. La voiture d'Éléon avançait sans hésitation. Elle connaissait chaque virage. Morel resta à distance. Ils arrivèrent près d'un ravin. Éléon s'arrêta, coupa le moteur et descendit. Dans le silence, Morel observa. Puis il vit. Des mouvements entre les arbres, des ombres grises, des loups. Ils n'attaquaient pas, ils attendaient. Éléon déposa des sacs au bord du ravin, des restes de viande, puis recula, sans peur, sans précipitation. Morel comprit enfin. Ce n'était pas seulement une série de meurtres, c'était un système, une routine, une manière de faire disparaître des corps. Mais cette nuit-là, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Il manquait encore des preuves officielles. Alors ils la laissèrent partir. Et dans la boue du ravin, ils trouvèrent quelque chose d'autre, un os humain. Le matin suivant, la vallée de Montvert était encore enveloppée de brouillard. La pluie de la nuit avait laissé le sol détrempé, et les chemins forestiers semblaient avaler les pas des gendarmes. L'air était lourd, saturé d'humidité et d'odeur de terre retournée. Pierre Morel n'avait pas dormi. L'os retrouvé dans le ravin avait changé la nature de l'enquête. Ce n'était plus une théorie, c'était une scène de crime. Les équipes de recherche furent envoyées dans la zone dès l'aube. Duval, désormais plus silencieux, supervisait les opérations sans enthousiasme. Même lui comprenait que quelque chose venait de basculer. « On cherche tout », ordonna Morel. « Restes, vêtements, traces de feu, outils. Et si les animaux ont tout déplacé ?» Morel répondit sans hésiter. «
Alors on cherche ce qui reste. Dans le ravin, les découvertes commencèrent rapidement. Des fragments d'os, des morceaux de tissu, une chaussure à moitié enfouie dans la boue, puis des objets plus précis, une montre brisée, un portefeuille décomposé et des fragments de documents administratifs. Les analyses furent rapides. Identification confirmée, Jean Lemaître, Mathieu Rivière, Luc Savenne, Bernard Fauche, et d'autres restes trop abîmés pour être attribués immédiatement. Mais le plus important se trouvait ailleurs. Sous une couche de feuilles mouillées, un technicien trouva une petite boîte métallique. À l'intérieur, des objets personnels, des montres, des papiers, des bijoux et des traces de sang anciens. Morel ouvrit la boîte lui-même. Il resta silencieux longtemps, puis referma doucement le couvercle. « Elle les gardait, dit-il. » Duval fronça les sourcils. « Pourquoi » Morel ne répondit pas tout de suite. Parce que ce n'était pas seulement une disparition pour elle. La perquisition de la ferme Bertrand fut ordonnée immédiatement. Cette fois, le procureur n'hésita pas. Quand les gendarmes arrivèrent, Éléon était dans la cuisine, assise, calme, une cigarette entre les doigts, un revolver posé sur la table. Elle ne tenta pas de fuir. « Madame Bertrand, vous êtes en état d'arrestation. » Elle hocha la tête. « Je sais. » Dans la grange, les découvertes furent encore plus lourdes. Du matériel de découpe, des outils nettoyés à la chaux, des traces de sang incrustées dans le béton, et des sacs contenant des restes d'animaux, mêlés à des fragments humains. Morel entra en dernier. Il resta immobile dans l'encadrement de la porte. L'odeur était encore là, faible, mais présente. Sur un mur, il vit des crochets, alignés, comme dans une boucherie. « C'est ici », murmura-t-il. Duval ne répondit pas. Dans une armoire métallique, ils trouvèrent les preuves finales, les objets des victimes, les papiers d'identité et un carnet noir. Morel l'ouvrit. Des noms, des dates, des notes courtes. « Parle trop, bois, comme lui. » Il referma le carnet. « C'est terminé, » dit Duval. Mais Morel ne répondit pas. Il regardait la forêt. Le procès d'Éléon Bertrand s'ouvrit à Marseille à l'automne 1980. La ville portait encore la chaleur de la fin d'été, mais devant le palais de justice, l'air était déjà électrique. Des journalistes venaient de tout le pays. Des caméras attendaient dès l'aube. Les foules se pressaient derrière les barrières de sécurité. L'affaire avait dépassé la Lozère. Elle était devenue nationale. On ne parlait plus seulement d'une série de disparitions. On parlait de la Louve des Cévennes. Éléon fut amenée tôt le matin. Elle portait un manteau gris, ses cheveux coupés courts. Elle semblait plus maigre qu'au moment de son arrestation, mais son regard n'avait pas changé. Calme, froid, presque absent. Elle ne regarda ni les journalistes, ni la foule, seulement le ciel. Pierre Morel était présent comme principal témoin de l'accusation. Il n'aimait pas les salles d'audience, trop de bruit, trop de regards, trop d'interprétations. Mais il savait qu'il devait être là. Le procureur développa l'accusation avec précision. Meurtres multiples, destruction de preuves, dissimulation de corps, exploitation des animaux sauvages pour masquer les crimes. Les photos furent projetées une à une. La salle devint silencieuse. Les objets retrouvés dans la grange furent présentés devant le tribunal. Les montres, les papiers, les vêtements, le carnet. Chaque élément renforçait l'image d'un système organisé. L'avocat de la défense tenta une autre approche. Traumatisme, violence conjugale, isolement total dans une région reculée, absence de soutien. Cette femme a été brisée bien avant ses crimes, déclara-t-il. Mais même lui évitait de regarder les preuves. Quand vint le témoignage de Morel, la salle se figea. Il parla longtemps, des routes, des disparitions, du ravin, de la ferme, des loups, mais sans émotion, uniquement des faits. À un moment, le procureur lui demanda « Pensez-vous qu'elle était consciente de ses actes ?» Morel hésita, puis répondit « Oui, mais pas comme nous. » Cette phrase resta dans la salle. Le troisième jour, Éléon fut interrogé. Elle se leva sans hésitation. « Vous reconnaissez les faits ?»« Oui. »« Tous les meurtres ?» Un silence. « Ceux dont je me souviens. » Un murmure parcourut la salle. Le juge frappa du marteau. « Expliquez. » Éléon regarda droit devant elle. Certains ne comptent pas comme des souvenirs. Personne ne comprit vraiment cette phrase.
Mais Morel sentit quelque chose se serrer en lui. Le procureur demanda la peine maximale. La peine de mort par peloton d'exécution était encore juridiquement possible à cette époque en France. La salle réagit fortement. Mais le dossier était complexe. Les preuves étaient solides pour plusieurs victimes, mais incomplètes pour d'autres. Des corps manquaient, des identifications restaient incertaines. Et les experts psychologiques évoquaient une responsabilité partiellement altérée. Le verdict fut finalement retardé plusieurs semaines, puis annoncé dans un silence total. Et Léon Bertrand fut reconnu coupable de plusieurs homicides et condamné initialement à la peine capitale. Mais en appel, la sentence fut réduite. Faute de preuves complètes sur l'ensemble des cas et en raison de conclusions psychiatriques, la peine fut commuée. 7 ans de réclusion. Dans la salle, certains crièrent, d'autres pleurèrent. Morel resta immobile. Il ne regarda pas Éléon être emmené. La prison de Lozère était ancienne, oubliée du temps. Des murs de pierre humide, des couloirs étroits, une lumière blafarde qui ne changeait jamais. Ici, il n'y avait ni forêt, ni vent des montagnes, ni odeur de terre. Seulement le silence et le métal des serrures. Et Léon Bertrand y fut transféré au début de 1981. Elle ne protesta pas, elle n'expliqua rien. Elle entra simplement. Les premiers mois se ressemblaient tous. Réveil, cellule, cour intérieure, retour en cellule, repas, silence. Les autres détenus l'évitaient, pas par peur ouverte, plutôt par instinct, comme si quelque chose en elle restait inaccessible. Pierre Morel vint la voir une seule fois. La visite fut courte, officielle, sans témoin. Ils s'assirent face à face. « Pourquoi les loups ?» demanda-t-il. Et Léon resta silencieuse longtemps, puis répondit « Ils ne mentent pas. » Morel ne posa plus de questions après cela. Il comprit que certaines réponses n'étaient pas faites pour lui. Les années passèrent, Duval partit à la retraite, le dossier fut classé, les archives fermées. L'affaire devint une note dans les livres de criminologie. Mais dans les villages de la montagne, on n'oublia pas. À chaque hiver, des histoires revenaient, des traces dans la neige, des moutons disparus, des ombres entre les arbres. Et toujours le mot « loup ». Et Léon purgea sa peine en silence. Elle ne demanda jamais de réduction, ne fit jamais appel, ne chercha jamais à revoir la presse. Elle vivait comme effacée du monde. Un jour, un gardien lui demanda « Regrettez-vous » Elle répondit sans hésiter « Les souvenirs ne servent pas à regretter. » Et elle ne parla plus. Au bout de 7 ans, elle fut libérée. Il n'y eut ni foule, ni journaliste, seulement une porte qui s'ouvrit et une route humide devant elle. Elle resta quelques secondes immobile devant la sortie, regarda les montagnes au loin, puis descendit la route sans se retourner. Personne ne l'attendait, et elle n'attendait personne. Pierre Morel apprit sa libération par hasard, une petite note dans un journal régional. Il resta longtemps sans rien dire, puis rangea le papier dans un tiroir et referma le dossier dans sa tête. Mais certaines nuits, il se souvenait encore de la route D954, du brouillard et d'une femme immobile au bord du chemin. Dans les Cévennes, la vie continua. Les saisons, les troupeaux, les forêts et le silence. Car dans ces montagnes, rien ne disparaît vraiment. On dit seulement que cela a été oublié.